Alors, il me fait grand plaisir de vous présenter la biographie originale et passionnante d'un couple qui n'a jamais été reconnu à sa juste valeur dans l'histoire du Sénat et du Canada. Ce livre est intitulé Joséphine Marchand et Raoul Dandurand, Amour, politique et féminisme. Les auteurs Marie Lavigne et Michel Stanton-Jean n'en sont pas leur première collaboration, elles sont co-auteurs du livre phare L'histoire des femmes au Québec depuis 4 siècles, publié il y a 30 ans. Michelle Stanton-Jean est diplômée en histoire et en sciences humaines. Elle a notamment été sous-ministre fédérale de la Santé, représentant du Québec à l'UNESCO à Paris. Madame Stanton est officière de l'Ordre national du Canada et de l'Ordre national du Québec. On peut revenir aux invités, s'il vous plaît. Marie Lavigne est historienne de formation et a fait carrière au gouvernement du Québec, où elle a été présidente du Conseil du statut de la femme, du Conseil des arts et des lettres et de la Société de la place des arts. Madame Lavigne est chevalière de l'Ordre national du Québec. Ce sont deux grandes femmes que j'admire. Pour écrire la biographie de Dandurand et de Marchand, ces chercheurs ont passé à travers des centaines de sources documentaires, le journal et une imposante correspondance de Joséphine Marchand, jusque-là méconnue. 3 ans d'efforts. Cela nous donne un portrait vif de l'influence de Joséphine sur son cher mari Raoul, les échanges qui montraient le grand respect qu'ils avaient l'un pour l'autre. Bref, une relation égalitaire avant l'heure, sauf pour les responsabilités domestiques et familiales. N'oublions pas que nous sommes fin 19e, début 20e siècle. Un couple donc à l'avant-garde des combats de l'époque, unis par des valeurs progressistes. Pour les auteurs, Joséphine a été aussi diplomate que Raoul a été féministe. Donc, voilà pour la présentation de nos deux invités qui sont arrivés. Écoutez, je suis ravie que vous soyez là. Je suis désolée de ces problèmes techniques. Donc, commençons par vous, Marie Lavigne. Vous voyez, c'est écrit sous vos noms Michel Stanton-Jean, mais Marie et Michel vont se partager la même caméra. Donc, Marie, qui sont Raoul Dandurand et Joséphine Marchand en quelques mots? Qui sont-ils? Oui, ben bonjour. Et puis, écoutez, ce sont deux personnages du 19e siècle, tous les deux nés la même année, en 1861. Raoul Dandurand est né à Montréal, Joséphine est née à Saint-Jean. Joséphine Marchand, elle, vient d'une famille où on baigne dans la politique. Son père, s'appelle Félix Gabriel Marchand, est notaire, homme de lettres très connu, un des principaux, plus prestigieux hommes de lettres du 19e siècle, la fin du 19e, et il est aussi un politicien. Son père fonde le journal Le Franco-Canadien et dans ce journal, il prend ouvertement parti pris contre la Confédération canadienne en 1967 et explique pourquoi. Mais finalement, il se résout à l'inévitable et se présente comme député en 67. Il le sera jusqu'à sa mort. Et ceci, il y va parce qu'il veut vraiment que l'on démontre les véritables caractères du système fédéral, donc avoir un véritable fédéralisme. Joséphine, donc, baigne dans un climat politique dès son enfance, mais aussi dans un climat très, très culturel. Elle lit beaucoup avec une bibliothèque de son père très, très fournie. Elle dévore aussi les journaux français que son père reçoit. Et dès la fin de ses études, elle entreprend une carrière d'écrivaine. Dès l'âge de 17 ans, elle écrit dans des journaux assez prestigieux et elle est déjà un phénomène à 17 ans, une jeune fille qui écrit comme ça dans les journaux, ça impressionne. Alors, lorsqu'elle rencontre Raoul Dandurand, lui, est un jeune homme qui vient d'un milieu libéral lui aussi, mais plus radical. Raoul Dandurand va faire des études de droit financées par son cousin, Joseph Doutre, qui est vraiment un libéral radical, assez toujours en but avec le clergé, mais qui est un des plus grands avocats de son époque. Les deux jasent, se rencontrent chez Honoré Mercier, qui a été aussi premier ministre du Québec, et ils se rendent compte qu'ils sont tous les deux des ardents républicains. Et
les gens qui le regardent disent on ne nous entend parler que de politique. Et bon, c'est une belle histoire d'amour et qui est racontée dans le journal de Joséphine. Et tous les deux, ils ont un enfant, ils se marient, ils ont un enfant tous les deux et se suivent dans la politique. Ils ont une ardeur nationaliste qui est évidemment fouettée comme tous les politiciens québécois à l'époque au moment de la pendaison de Louis Riel. Et après leur mariage, Raoul, qui devient un organisateur politique très, très, très habile. Et Raoul va, lui, s'impliquer en politique, va travailler avec Honoré Mercier pour qu'il se fasse élire. Donc, il est très engagé. Et Joséphine, durant ce temps-là, malgré l'époque, malgré un enfant, continue sa carrière de journaliste et d'écrivaine. Donc, et Raoul se retrouve, a du succès, Honoré Mercier est élu et finalement pense s'orienter à ce moment-là dans une carrière juridique. Il est nommé juge par intérim. Il fait une mission ensuite avec Honoré Mercier en France. Alors tous les deux sont sur une voie, sont deux personnages très très connus. En 1891, ils accompagnent Honoré Mercier qui fait une grande visite en France. Et à ce moment-là, c'est un moment privilégié pour tous les deux qui rencontrent à la fois des politiciens français, tous ceux que Honoré Mercier va rencontrer, mais Joséphine fait, elle, de son côté, de multiples contacts littéraires parce qu'elle a un projet qui est de démarrer une revue littéraire destinée aux femmes, donc rencontre des gens prestigieux, rencontre des écrivains. Donc, ce moment est un moment très, très privilégié pour ces deux personnes pour établir tout un réseau formidable de contacts, autant politiques que culturels, en Europe. Et de plus, ils sont tous les deux bilingues. Joséphine est bilingue, bon, parce que ça vient de sa famille. Son père, on oublie souvent, mais le premier ministre, celui qui deviendra premier ministre, Félix Gabriel Marchand, avait une mère écossaise, donc elle baigne dans l'anglais dès sa tendre enfance. Et Raoul Dandurand, qui est un garçon ultra talentueux, multitalentueux, va se dédier à l'apprentissage de l'anglais, mais très rapidement, il parle mieux qu'à peu près n'importe qui l'anglais. Donc, alors Marie, je vous interromps parce qu'il faut faire un peu plus court. Donc, on va passer à la période sénatoriale, d'accord? Donc, c'est une question pour votre collègue, Michel Stanton-Jean. Donc, Raoul Dandurand est nommé sénateur à 36 ans. Franchement, c'est plutôt jeune. Racontez-nous la petite histoire de la nomination de ce sénateur que vous qualifiez d'indocile et qui est aussi anticolonial. Oui, bien, comme Marie l'a bien dit, Raoul est un organisateur absolument extraordinaire. Il a aidé Laurier dans ses élections en 96, il a aidé son beau-père en 97, il est membre du Parti national. Il est très, très bien connu comme un organisateur puissant. Donc, il arrive qu'il y a un sénateur qui décède en 97 et puis il y a des noms qui circulent. Alors, Joséphine dit, mon mari a fait plein de choses, un peu comme ça. Je trouve qu'on ne reconnaît pas son travail. Elle se met en tête de le faire nommer sénateur. Donc, elle lui dit, écoute, avec tout ce que tu as fait, tout ça, tu serais un excellent candidat. Il dit, mais non, je suis beaucoup trop jeune. Au Sénat, on ne nomme que des vieilles barbes, dit-il. Alors, ça, c'est Louis. Il n'y avait pas de femme à l'époque, bien sûr. Alors, donc, elle lui dit oui, tu devrais être nommé sénateur. Et le lendemain, quelques jours après, on parle dans les journaux de lui comme sénateur. Alors là, il est très étonné. Elle dit, c'est moi, j'ai décidé de faire la démarche. Tu es mon candidat. Tu peux pleurer, tu peux gémir, tu es mon candidat. Alors là, elle continue, elle écrit à Lady Aberdeen, la femme du gouverneur général, elle lui écrit en disant, j'aimerais bien, elle est assez amie avec elle, Madame Aberdeen commençait à fonder le Conseil national des femmes en 93, Joséphine en fera partie, donc elle lui écrit de pousser sur la candidature de son mari, et comme Madame
Aberdeen est assez amie avec Laurier. Elle écrit, elle le mentionne aussi à Laurier. Elle écrit à Madame Zoé Laurier. Et tout ça fait en sorte qu'il est nommé en janvier 98, le 21, je crois, il est nommé sénateur. Alors, c'est, comme on dit, c'est un jeune sénateur indocile et non partisan, parce qu'on en parlera plus loin, mais il veut un Sénat indépendant. Donc, il fait déjà en 99, soit à peine nommé, il s'oppose à la participation du Canada à la guerre des bourgs. Il écrit à Laurier une lettre en disant on ne devrait pas aller là, c'est une minorité, 2 petites îles, etc. Mais du côté anglophone, les gens sont partisans pour cette guerre. Donc, et n'oublions pas, c'est un libéral, tout comme Laurier. Alors donc, il montre déjà son caractère indépendant. Exactement. Et lorsque Laurier ira en Angleterre et qu'il sera nommé sire, Raoul s'objecte à ça et n'est pas content de ça. Il appelle ça qu'il dit qu'il ne voit pas pourquoi il a accepté le cirage. Alors, déjà, jeune sénateur, et on voit bien qu'il voudrait vraiment être capable d'exprimer ses opinions. Alors, oui. Michel, on va passer un peu plus vite ici pour aller dans le cœur de son action. Donc, je vais passer la parole, si vous le voulez bien, à Marie Lavigne, qui va nous parler de l'époque à partir du moment où il devient président du Sénat, 1905, donc une fonction importante, mais c'est aussi là qu'on commence à voir son influence, l'influence d'Endurant sur la scène internationale, et c'est là aussi que Raoul d'Endurant affiche son féminisme. Et là, je vous avoue que j'ai été assez surpris de cela. Donc, parlez-nous de cette période où son influence croît. Oui, c'est ça. Juste avant, un petit fait à mentionner avant, parce qu'il avait quand même commencé à rayonner sur la scène internationale avant. Il avait été au moment de l'exposition universelle de Paris en 1900, où Joséphine était la déléguée par le gouvernement du Canada pour les femmes à Paris. Raoul, lui, était aussi membre de la délégation, mais il avait assisté à sa première réunion de l'Union interparlementaire pour la paix. Cette union-là, c'est une organisation qui réunit des parlementaires, mais autant du Sénat, et ça l'amène en 1905, au moment où il est président du Sénat, à créer pour le Canada la section canadienne de l'Union interparlementaire pour la paix. Et ça, c'est très, très important parce que à peu près tous les membres du Sénat des deux côtés et les membres de la Chambre des deux côtés en sont membres. Et c'est probablement la première fois que les simples députés et les sénateurs s'investissent dans une réflexion sur l'international, mais autour de la paix aussi. Et là-dessus, donc, il sera et organise des délégations canadiennes à cette union-là régulièrement. Donc, il amène à l'agenda politique cette union, cet élément-là. Autre élément intéressant, c'est qu'à l'époque, on sait qu'il n'y a pas de ministre des Affaires étrangères. C'est habituellement le premier ministre qui occupe ces fonctions, qu'il délègue. Et comme le président du Sénat est dans le rang de préséance, la 4e personne dans le rang de préséance diplomatique, il se voit confier des missions. Donc, Raoul d'Endurant ira à Washington au moment de la nomination, l'investiture du président Theodore Roosevelt. Il y représente le Canada. Il a une conversation, puis et des rencontres aussi bilatérales. Donc, il commence à jouer un rôle important sur la scène internationale. On le verra aussi. Et pendant ce temps-là, Madame la Présidente, parce qu'évidemment, il s'agit d'une biographie tressée, croisée, Madame la Présidente du Sénat n'est pas en reste. Non, Madame la Présidente du Sénat, parce qu'on l'appelle présidente, il y a à ce moment-là le Salon des sénateurs qui est animé par la conjointe, toujours la conjointe du président du Sénat. Et donc, elle en fait plutôt un salon littéraire où il y a régulièrement des invités et
elle décide même d'elle-même, bon, puisqu'elle a déjà écrit plusieurs pièces de théâtre, elle en écrit une pièce de théâtre en vers. Le Salon du Sénat est transformé en salle de spectacle avec 800 sièges, un public aux 3/4 en anglais, anglophone, qui comprend peut-être pas vraiment ce qui se passe, mais c'est une pièce de théâtre en vers et qui fait quand même des allusions au dossier de l'heure, que ce soit le Grand Tronc, etc. Mais ce qui est aussi particulièrement intéressant, c'est que Joséphine, à ce moment-là, est membre du Conseil international des femmes, le Conseil national des femmes, mais assiste à plusieurs réunions, a beaucoup de contacts internationaux. Et les féministes de l'époque sont des gens très, très branchés sur le politique et elle établit ce qu'on a appelé, et il y a certaines études, ce qu'on appelle finalement la diplomatie féministe. Alors, c'est une époque où Joséphine joue sur 2 plans diplomatiques, développe une diplomatie féministe internationale et établit toute une série de contacts qui serviront à Raoul. Elle fait de la diplomatie culturelle aussi, de la même façon, parce qu'elle entraîne dans ses œuvres, elle fait une œuvre de distribution de livres des politiciens français. Et à côté de ça, Raoul, lui, fait de la diplomatie peut-être plus traditionnelle, mais autour de la paix. Et ensuite, il fait aussi de la diplomatie commerciale parce qu'il est envoyé à quelques reprises par Laurier pour faire des relations, régler notamment un traité commercial entre la France et le Canada, en 1908. Donc, tous les deux jouent sur la scène internationale leur rôle, sont un couple très uni et donc, on passe à 1911, donc les conservateurs prennent le pouvoir, mais les idées pacifistes et anti-impérialistes et féministes de ce couple prennent encore de l'ampleur et l'expression de Raoul d'Endurant dans votre livre, c'est la guerre Mont-Calvaire. Donc, Première Guerre mondiale et tout rapidement sur cette question-là. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, Marie, avant qu'on passe à l'indépendance du Sénat, ce qui est un peu le cœur de notre intérêt pour Raoul? Écoutez, la guerre est un réel problème parce que c'est un pacifiste et aussi, il y a un problème parce qu'il y a un clivage très, très net au Canada. Le Canada vient de vivre la question du règlement 17 en Ontario et c'est à couper au couteau les relations. C'est très difficile. Alors, comment elle s'impliquer là-dedans? Il a soutenu toute une approche anti-impérialiste des libéraux qui était de refuser de donner des crédits à l'Angleterre qui voulait faire payer par ses colonies son armée. Donc, déjà, on est dans une situation assez compliquée, mais là, en même temps, il y a l'amitié avec des politiciens, tous ces gens, l'amitié avec la France. Qu'est-ce qu'on fait là-dedans? Alors, le temps de la guerre, il va toujours être un peu entre les deux, mais va surtout se dévouer au financement, à toutes les œuvres de guerre. Et Joséphine fera de même à ce moment-là. Ils travailleront très fort pour les œuvres de guerre. Et il a aussi des liens diplomatiques donc la création d'organismes comme l'aide à la France. Et aussi, il va se retrouver avec le comité France-Amérique qui va jouer, parce que n'oublions pas, à ce moment-là, ce sont les conservateurs qui sont au pouvoir. Donc, via une grande association comme France-Amérique, il va se retrouver dans des négociations diplomatiques et va se retrouver au cœur de l'invitation du maréchal Joffre et de Viviani pour la discussion si oui ou non le Canada va entrer en guerre. Mais il est très clairement contre la conscription obligatoire. Exact. Alors, je saute encore un peu. Je vais revenir avec votre collègue Michel Stanton-Jean pour l'époque qui commence en 1921 où Raoul d'Endurant prononce son fameux discours sur la nécessaire indépendance du Sénat. À ce moment-là, il est représentant du gouvernement au Sénat. Donc, c'est quand même assez audacieux. Alors, que dit-il? Parce que pour nous, vous comprenez, c'est un passage de sa vie assez intéressant. Oui,
il fait ce discours en 1922. Lorsqu'il est président du Sénat, à un moment donné, il a fait quelque chose sur les règlements, mais c'était moins fort que son discours sur l'indépendance du Sénat. Il profite d'une occasion pour préciser, dit-il, ça fait quand même quelques années qu'il est sénateur, préciser ses idées sur le Sénat. Alors, il commence en disant un peu qu'il se sent mal à l'aise depuis sa nomination à cause de l'approche partisane qui y est pratiquée au Sénat. Je veux parler, dit-il, d'une disposition d'esprit qui s'est infiltrée au Sénat depuis nombre d'années et comme par tradition. Je confesse que depuis mon entrée dans cette chambre, il m'a toujours répugné de me soumettre aux règles d'un parti. J'ai toujours pensé que le Sénat devrait être en apparence autant qu'en réalité un groupe indépendant, exerçant ses fonctions quasi judiciaires. Et en lisant les débats de la Confédération, j'ai compris que le rôle réservé à la Chambre haute était un rôle idéal. Sir John A. Macdonald, alors procureur général, émettait l'opinion que la Chambre haute devrait tempérer et réglementer la législation et non pas prendre l'initiative, qu'elle devrait en faire un second ressort avec une étude sérieuse et pondérée. Donc, il n'aime pas le clivage entre sénateurs libéraux. Il n'aime pas que lorsqu'un gouvernement change, il doit changer de place dans la Chambre haute, etc. Mais à cette époque, en 22, il est quand même aussi ministre en portefeuille. Donc, ça fait un petit peu ambigu d'avoir cette position. Mais il aura toujours cette philosophie, cette vision, bien qu'il était très politique, entre guillemets, dans tout ce qu'il fait. Donc, il devra sûrement parfois se plier aux orientations du Parti libéral. Alors, c'est un peu ça qui est repris dans plusieurs textes, dont celui de Emmett McFarland, que vous nous aviez envoyé d'ailleurs. Donc, c'est... Mais il n'arrivera pas à imposer ses idées d'un Sénat plus indépendant. Mackenzie King veut faire un certain nombre de choses pour le Sénat, qu'on voudrait faire une limite d'âge, il y a quelques idées en tête, mais pas celle de Raoult. Donc, il n'arrivera jamais à imposer ces idées-là. Et quand il écrit ses mémoires, il revient là-dessus, c'était vraiment pour lui important. Donc, il ne pourra pas faire passer ses mémoires. Donc, ça, c'est dans les années 20. Donc, pour son ensuite, la Société des Nations devient pour lui une façon de rayonner, de faire rayonner le Canada qui d'après Raoul d'Endurant, doit avoir une politique plus indépendante. Oui, ça, c'est ça. C'est un de ses très grands dossiers, de faire rayonner le Canada, que le Canada soit indépendant. Dans les réunions qu'ils font vers 1921, 22, 19, il veut toujours que le Canada ait sa propre parole. Parfois, celui qui est là pour l'Empire, comme on dit que les Dominions doivent avoir une voix commune. Et lui dit non. Ce n'est pas ça notre philosophie. Nous, on veut que le Canada ait sa propre voix. Et on dit, vous êtes le seul. Et là, il y en a d'autres pays qui lèvent la main et disent, nous, on est d'accord avec le sénateur d'Endurant. Donc, il a une réputation assez fantastique. Il continue avec l'Union interparlementaire et en 1925, il va devenir président. C'est une présidence de la Société des Nations pour 1 an. Simplement. Plus tard, il deviendra aussi, le Canada deviendra membre du Conseil de la SDN. Donc, il ne faut pas oublier que à cette époque, au Canada, les sénateurs et en général les élus ne parlent pas beaucoup de l'international. Alors, lui, il défend au Sénat aussi l'importance de la SDN parce qu'il y en a qui veulent couper les fonds à la SDN. Et lui, il dit c'est important. Il y a des choses à perfectionner. C'est un apprentissage. Alors, lui, il est pour la paix, la défense des minorités, la défense des droits des femmes. Et quand le Bureau international du travail est fondé, il souligne dans certains discours qu'on a dit à travail égal, salaire égal, ce qui est très nouveau à l'époque. Donc, c'est un homme vraiment qui a travaillé très fort pour la paix, la justice dans le cadre des droits humains. Et donc, c'est un sénateur qui aura une très, très grande réputation. Même quand il est nommé, il y a un petit billet qui circule lors du moment de l'élection et on dit ce sera probablement un Canadien Pacifique, parce qu'à ce moment-là, on dit alors, un Canadien Pacifique qui sera nommé comme au Sénat. Donc, c'est vraiment, il fera un séjour dans l'opposition de 30 à 35
Et même quand il est dans l'opposition, il défend aussi les positions avec vigueur les positions du gouvernement, du parti qui est au pouvoir. Et ensuite, il sera, jusqu'à sa mort, de 35 à 42, il sera toujours représentant du gouvernement au Sénat. Et le jour même de son décès, il est en train de défendre un projet de loi et il tombe malade et il meurt à Ottawa. Il est rapatrié à Montréal. Donc, une très grande longévité au Sénat, mais il perd sa femme relativement jeune, ce qui doit être pour lui un déchirement terrible parce que ça a été un couple qui, au niveau intellectuel, ont toujours parlé, se sont toujours consultés. Donc ça a dû vraiment être terrible pour lui. Ah oui, il disait que il lui écrit au moment de leur 30e anniversaire de mariage, il dit « C'est toi qui m'as entraîné vers les sommets. J'étais sans ambition et je me serais contenté de moins. » Alors, c'était Joséphine qui a beaucoup poussé. Elle le trouvait, elle disait d'ailleurs que ce devait être l'intelligence et la science, plus que l'amour qui devait être notre devise. Elle lui dit ça à lui. Donc, on voit cette fusion du couple sur des grands... On n'a pas abordé l'éducation, on a plein de trucs qu'ils ont fait qu'on n'a pas abordé, et ils sont vraiment, vraiment tricotés serrés, comme on dit ici. Alors donc avant de prendre quelques questions, son legs, c'est politique internationale. Vous l'avez dit, éducation, toutes les questions de la promotion des Canadiens français, mais comme sénateur, il a laissé une marque importante et on ne l'a pas vraiment, il n'est pas très connu à part la chère Raoul Dandurand. Ce n'est pas quelqu'un qui est très connu. Il y a des textes qui mentionnent qu'il a été comme un peu oublié, je ne sais pas pourquoi, mais il revient un peu entre guillemets, à la mode avec toute cette préoccupation pour la paix. Quand on lit ses discours sur la paix, l'apprentissage de la paix, c'est fantastique, surtout quand on pense à la situation actuelle que nous vivons actuellement. Donc, on voit à quel point il est à la mode et que moi, je crois qu'il va redevenir peut-être un petit peu encore plus présent avec les choses qu'il a défendues, comme la justice, l'éducation, les droits de l'homme, la cause des femmes, les droits des minorités. Il était quand même très en avance là-dessus, ouais, sur antiracisme, droits des minorités. On est quand même au début du siècle, du 20e siècle à ce moment-là. On peut dire qu'il est moderne, oui. Quand on lit ces textes, particulièrement les textes de Charles-Philippe David, on voit cette pensée vraiment branchée sur... On peut s'entendre par le dialogue, par la négociation. Il est beaucoup pour l'arbitrage, la négociation. Il défend ça au moment du protocole de Genève, au moment du traité de Versailles, au moment du statut de Westminster et tout ça. Donc, c'est vraiment une pensée, moi, que je trouve fantastique. Alors, évidemment, vous avez passé 3 ans avec ce couple. C'est un livre extraordinaire, en plus qui se lit très facilement, je vous le dis. C'est presque un roman. Comme m'a dit Madame Michelle Stanton-Jean, ça pourrait faire un bon roman parce qu'il y a des relations un peu inexplicables de proximité entre Madame Marchand et le Premier ministre Laurier. C'est vraiment ils sont beaucoup ensemble. Donc, tout ça nous amène à poser des questions, mais plus sérieusement, c'est vraiment un sénateur qu'on a intérêt à connaître. Donc, je vais quand même demander à mes collègues de poser quelques questions. Je sais, mesdames, que je vous ai demandé de rétrécir un peu votre propos, mais je pense que c'était très clair. Donc, je vous remercie de m'avoir suivi dans mes questions. Et je crois que Lucie Moncion a une question. Allez-y, Lucie. Alors, bonjour, mesdames. Merci beaucoup pour cet exposé. C'était vraiment intéressant. Étant donné que la chère Raoul Dandurand à l'Université Laval, je me suis toujours demandé qui il était et le mystère est résolu. Puis là, mais je vais vouloir acheter le livre pour pouvoir en lire davantage à son sujet. Vous avez mentionné au début de la rencontre que il était d'ardents républicains. Vous parliez de Joséphine et de Raoul, je crois, et avec Honoré Mercier. Est-ce que je vous ai bien compris? Oui. Ben, c'est des républicains dans le sens de la République française. On sait qu'à ce moment, il y a aussi un mouvement monarchiste, une tentative de revenir, et les gens qui sont au pouvoir en France, ce sont des laïcs qui prônent l'éducation obligatoire.
et des valeurs qui sont vraiment en rupture avec toutes les valeurs, les valeurs royalistes qu'il pouvait y avoir. Donc, c'est des gens très, très proches d'une idéologie. Et c'est vraiment le libéralisme dans le sens d'un libéralisme radical et d'une très large démocratie. Oh, C'est dans très intéressant. OK, d'accord. Merci beaucoup de la précision. L'autre, j'en ai plusieurs, mais je vais me limiter à celle-là, puis je verrai s'il y a encore du temps tout à l'heure. Vous avez parlé de l'éducation, vous avez parlé du règlement 17 en Ontario. Pourriez-vous peut-être juste élaborer un peu là-dessus, étant donné que je suis de l'Ontario et que le règlement 17 fait partie de notre histoire et de nos combats? Oui, ben, rapidement, le règlement 17, ben, si vous êtes franco-ontarienne, vous le savez fort bien, c'est un moment, c'est véritablement un virage où on se retrouve avec la perte, une perte énorme pour les francophones, où l'instruction doit être, l'école doit être en anglais. Et Laurier arrive à ces règlements à la suite de débats extrêmement pénibles, mais il fait un consensus, en tout cas, il doit s'allier les orangistes ontariens et aux dépens des Canadiens français. Donc, c'est un recul immense du français et qui soulève des protestations chez tous les francophones du Canada et évidemment chez ceux du Québec. Donc, Laurier a voulu faire une réconciliation avec les anglophones, a fait une entente, mais ça crée véritablement une séparation qui inquiète d'ailleurs beaucoup Laurier. Laurier va dire au moment de la guerre, au moment de la conscription, écoutez, il y a deux âmes, deux états d'âme au Canada et on s'en va dans un cul-de-sac. Et ça, il dit ça en 1917. Et c'est très, très lié là il sent qu'on s'en va dans une guerre ethnique. Et c'était ce que Laurier a voulu faire toute sa vie, de réconcilier, mais semble-t-il que ça se vit très mal à ce moment-là, surtout au moment de la conscription. D'accord, merci beaucoup. Merci. Sénateur Lefreda? Oui, merci, mesdames. Et très intéressant. J'ai hâte d'acheter le livre et de le lire. Juste, je suis curieux. Il était en avance sur son temps quand on parle d'indépendance au Sénat. Est-ce qu'au niveau du dossier de vote, son dossier de vote, comment était son dossier de vote? Est-ce qu'il votait souvent contre le gouvernement? Et comment sa relation avec le gouvernement, si c'était le cas, comment est-ce qu'il a réussi à la maintenir et il a eu beaucoup de succès. Donc, je suis curieux à attendre vos propos là-dessus. Bien, alors qu'il n'est pas encore ministre en portefeuille, on a mentionné quelques dossiers où il s'est objecté, la guerre des bourgs, il y aura aussi les questions de la marine canadienne ou les questions d'envoi subordonné, d'envoi de l'argent pour soutenir la marine anglaise. Alors donc, on n'a pas de dossier décision par décision, mais on peut inférer qu'il a toujours voulu faire savoir son point de vue. Alors, comme c'était un orateur fantastique, qui parlait très bien, on dit que Mackenzie King l'adorait. D'ailleurs, on le retrouve dans le journal de Mackenzie King et qu'il a dit que c'était... il est venu à ses funérailles, il était porteur et tout ça. Là. Donc, et aussi à la Société des Nations, il s'est toujours arrangé, on peut dire, pour faire valoir ses idées. Évidemment, quand il était dans l'opposition, il faisait peut-être, je mettrai ça dans le roman, avec un peu plus de vigueur, mais il a toujours fait valoir ses positions. Déjà, comme j'ai mentionné, jeune sénateur contre la guerre des bourgs, contre le fait que Laurier a accepté d'être nommé sire durant la conscription. Il a fait un discours au Sénat aussi, il était contre la conscription obligatoire, bien qu'il était pour... que les gens qui souhaitaient y aller volontairement puissent aller à la guerre. Donc, il a toujours, et je crois que Laurier, c'était peut-être pas son sénateur préféré, mais il a toujours demandé ses conseils. C'était un bon conseiller que Laurier a recherché, et Mackenzie King l'aimait beaucoup. Ça, il a amené Mackenzie King à Paris, il a fait démontrer à Mackenzie King l'importance de l'international, alors que, comme on mentionnait, il n'y avait pas encore un ministre des Relations internationales. Donc, c'est un peu ça
qu'on peut dire sur ça. Ah oui, c'est vraiment, écoutez, ça nous rend un peu jaloux du niveau de relation qu'il y avait entre les gouvernements, le Sénat, certains sénateurs, probablement pas tous, mais c'est clair il soupait avec Laurier pratiquement tous les soirs ou déjeunait avec Laurier, M. Dandurand. Il Hein? oui, il était très près même. À un moment donné, il y a une lettre, parce que vous savez qu'on a eu la chance d'avoir accès à la correspondance. Et à un moment donné, il semble même un peu fatigué d'être obligé d'aller très souvent comme ça chez Laurier, qui téléphonait, je ne sais pas quoi. Mais bon, il faisait ça. Il était très social aussi. Hein? Il parle des repas qu'il prenait quand il était à Paris ou les clubs où il allait. Il était très bien. Toujours écrit à Joséphine presque tous les jours. Et je suis juste curieux, souvent, les sénateurs qui sont partisans, qui font partie des partis politiques, participent souvent dans des campagnes de financement. Est-ce qu'ils participaient dans les campagnes de financement ou vraiment c'est la relation qu'il avait avec le gouvernement, c'était au niveau intellectuel? Juste curieux là-dessus de vous entendre. On ne peut pas considérer qu'il était indépendant au sens où on pense aujourd'hui, complètement détaché. C'est clairement un produit il fait partie de la famille libérale. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Et il est un organisateur clé pour Montréal, mais se détache au moment où il devient président du Sénat, à partir de ce moment-là, il se détache de plus en plus. Il était un organisateur clé. Quand on a besoin de lui, on appelle, mais il s'organise davantage pour s'inscrire dans à la fois la politique québécoise, où il s'inscrit beaucoup en matière d'éducation, pour le droit de vote des femmes au Québec, et il travaille complètement sur un autre plan et on a vu des traces de contributions. Il fait des contributions, mais il n'agit plus à partir du moment où il était président du Sénat. Donc, à partir des années 1910, on ne trouve pas de traces où il est un organisateur clé à faire des levées de fonds. Mais on sait qu'il a fait des chèques parce qu'il était aussi un homme d'affaires qui a réussi à bien mener ses affaires et être très indépendant de fortune parce qu'on sait que c'est pas avec un salaire de sénateur que l'on pouvait vivre. Et 1000 $, hein, c'était 1000 $ par an. Et même, il investissait de lui-même beaucoup en politique. Toutes ces réunions au comité à l'Union interparlementaire pour la paix, c'est lui qui payait ses dépenses. C'était pas le gouvernement, il était représentant. Donc, quelqu'un qui croit à ce qu'il fait et je pense préférait beaucoup investir dans des causes. Il a été à la fois en éducation et il a même, on pouvait souligner cette semaine, là, est considéré depuis hier, été déclaré événement historique, la création du comité provincial pour le suffrage des femmes, c'est provincial ça. Donc, et il était le seul homme qui était là parmi une trentaine de leaders féministes et à se battre au Québec pour que les femmes au Québec aient le droit de vote. Donc, c'est une action extrêmement large qu'il a menée. Et donc, en détachement. Mais et je pense qu'il a été quand même fidèle lorsqu'il était ministre sans portefeuille du cabinet de Mackenzie King, à ce moment-là, il faisait quand même des liens, représentait. Alors, il se permettait de dire ma position personnelle, mais par ailleurs, il avait pas vraiment le choix. Là. Sinon, il sortait de la politique. Ouais, j'étais curieux là-dessus. Merci. Une dernière question. Ajouter, Julie, que lors du discours au Sénat, il a dit quelquefois, on a négligé le meilleur élément de notre société, les femmes, en parlant des femmes. Et lorsqu'il admet la première sénatrice, il répète encore ça. Elle n'est pas nommée seulement parce qu'elle a des qualités, mais aussi parce qu'il faut ajouter ce meilleur, à peu près, c'est pas les mots que j'ai là, mais le meilleur élément de notre société. Ça, c'est très, très important, je pense, ça pense. C'est admirable. Absolument. Merci. Oui, absolument. Lucie Moncion, sénatrice Moncion, une dernière question et nous allons clore l'événement.
Merci beaucoup. Moi, c'est au sujet de la conjugaison, si vous voulez, anglophone-francophone dans le rôle qu'il avait comme politicien. Comment est-ce que ça se faisait? Ben, lui, il se disait, je suis un Canadien. Il disait, les Anglais, c'est eux qui devraient être appelés des Canadiens anglais parce que souvent, ils viennent, parce qu'à l'époque, c'est pas très loin, leurs ancêtres anglophones. Mais moi, je suis un francophone. Il défendait beaucoup la langue française, bien qu'il y avait beaucoup d'amis anglophones. Donc, les relations anglophones, francophones, la guerre, il y a eu des explosions. Hein, c'était vraiment... en fait, lorsque Mackenzie King a été nommé, ce n'était pas le préféré des anglophones. C'était Fielding, je crois. Mm. Et donc, Mackenzie King a été choisi parce que tous les gens du Québec le préféraient avoir Mackenzie King que d'avoir Fielding. Donc, il a plusieurs fois démontré son attachement à ses origines francophones, bien qu'il se disait mais, si je peux me permettre d'ajouter, mais on reconnaissait ses capacités et ses qualités de conciliateur. Après les événements de la conscription, où il y a eu des morts à Québec, on a nommé, le gouvernement a nommé Raoul Dandurand président d'un comité qui travaillerait sur la réconciliation anglais-français. Parce que c'était extrêmement tendu. Et Raoul Dandurand essayait toujours de faire comprendre, écoutez, les gens, les francophones ne sont pas cons, et c'est parce qu'ils sont d'abord et avant tout canadiens. Et dans le cadre de la conscription, ça se joue beaucoup. Statistiques à l'appui, il démontrait au Sénat, écoutez, les Anglais que vous nous présentez, parce que les Anglais, c'est ainsi qu'on appelait les Canadiens anglais, le 3/4 de ceux qui se sont enrôlés, ils sont nés en Angleterre. Ils sont nés dans les îles britanniques. Donc, eux, ils vont défendre leur pays, alors que les francophones sont des Canadiens. Leur patrie est le Canada. Et ça, c'était son discours constamment au Sénat, de dire arrêtez de penser que on est complètement séparés. Nous, on est Canadiens, on n'est pas Britanniques. C'est ce qu'il disait. Oui. Et ça, là-dessus, il a travaillé beaucoup à essayer en pensant au Canada, parce qu'on dit, s'il est d'abord un Canadien, c'était de lui, c'était une entité, mais une entité, tu définis le Canadien, mais en opposition à l'Angleterre. Hein. Le Canada, c'est une nation autonome. Et c'est dans ce sens-là qu'il y a eu un apport parce que c'était constamment un discours on veut un pays qui soit différent, mais autonome de l'Angleterre. Merci. Alors, écoutez, mesdames Stanton-Jean, mesdames Lavigne, je vous remercie énormément d'avoir un peu raccourci vos propos, mais de nous avoir donné l'essentiel de ce que ce livre nous donne en termes de regard très vif sur cette période de l'histoire à travers deux personnes qui communiquaient beaucoup et justement, c'est votre recherche dans les archives, dans la correspondance qui rend tout cela très agréable à lire. Alors, merci encore, mesdames. Merci à mes collègues de votre patience aussi, parce que malheureusement, on a perdu un peu de temps. Je vous encourage donc à lire ce livre pendant la relâche. C'est excellent et je vous souhaite une bonne journée à tous. Merci encore. Au revoir. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Merci beaucoup. Merci.